Je vais vous montrer le début. La formation est faite en 3 volets, donc il y a 3 sujets qu'on aborde dans le fond en profondeur. Fait que si à la fin de chaque volet ou peu importe entre-temps, vous avez des questions, juste m'arrêter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais le premier volet qu'on va aborder, ça va être la convention d'actionnaire. Encore une fois, comme j'ai dit, le but, c'est pas de vous rendre des professionnels, de ne pas faire en sorte que vous sachiez comment en faire une ou en mettre une en place, mais plutôt que vous ayez, on va dire, des notions de base par rapport à ce document légal-là. Qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, c'est quoi les clauses qu'on retrouve généralement. On va voir à travers la formation qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Fait que la définition d'une convention, c'est pas compliqué, c'est un contrat privé qui est conclu entre deux ou plusieurs actionnaires d'une société par action. C'est super important. Ça prend une société par action et ça prend plus qu'un actionnaire. Fait que là, on fait une petite parenthèse. Si vous avez un avocat incorporé, un médecin incorporé, ou exemple un conseiller comme vous qui s'incorpore un jour, puis vous dites Hey, as-tu une convention d'actionnaire? Bien, peut-être qu'il va vous prendre un peu pour un idiot parce que personne ne fait un contrat avec lui-même dans la vie. Ça prend au moins 2 personnes. En moins vraiment que tu aies une double personnalité ou que tu en aies plusieurs, là, et tu veux te protéger contre tes autres personnalités. Règle générale, il faut 2 actionnaires et plus pour rédiger un contrat et faire en sorte que les deux parties conviennent d'entente X. Le contrat, il sert à quoi? En gros, c'est de fixer des règles du jeu quant à la gestion de la société, au droit de vote, au transfert des actions, à la résolution de conflits et d'autres choses. Donc, en gros, ce qu'on veut venir faire, c'est prévoir certaines éventualités. On peut le comparer un peu comme un contrat de vie commune ou bien un contrat de mariage. Ça reste qu'on ne peut pas tout dicter non plus. On ne pourrait pas dire, par exemple, je ne sais pas moi, je ne veux pas que tu vendes tes parts à un Arabe. Ce ne serait pas légal, dans le fond, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, on pourrait dire, je ne veux pas que tu vendes tes parts à un inconnu en premier, tu dois me les proposer en premier. Ça, c'est tout à fait légal. Fait que vraiment, ce qu'on vient faire, c'est dicter les règles du jeu pour éviter que ce soit le code civil. Un autre parallèle que je pourrais faire, c'est avec le testament. Si je n'ai pas de testament, ben, c'est le code civil qui va venir dire à qui vont mes biens, c'est quoi la dévolution dans le fond légale pour mes biens en cas de décès. La convention, c'est le même principe. Si j'en ai pas, il faut se référer au code civil. Si j'en ai une, par contre, c'est la convention qui prend le dessus, à condition, bien sûr, de respecter les bases légales du code civil du Québec. Fait que pourquoi on prend une convention? Mais c'est très simple, c'est pour éviter des conflits. Un peu comme un mariage. En fond, si on attend d'être, on va dire, en mauvais terme pour faire un contrat de mariage, c'est peut-être pas l'idéal. Une convention, c'est le même principe. On veut la mettre en place dès le début pour tout de suite prévenir certaines choses. Fait que, des exemples que je vous donne, par exemple, ça pourrait être de clarifier les attentes entre actionnaires. C'est quoi le rôle de tous et chacun? Exemple, si moi et Félix, on se part une entreprise ensemble, puis Félix s'occupe du PR parce qu'il adore les gens, moi qui aime moins les gens, je m'occupe de l'analytique, mais il faut dans le fond que chacun respecte son rôle. Si dans le fond, Félix se met à dire, finalement, c'est quoi, j'aime mieux faire du bricolage, bien, ça reste l'entreprise ne fonctionne plus. Fait qu'il faut mettre au clair les rôles de tous et chacun. On peut aussi mettre des clauses pour protéger les minoritaires. C'est quoi les minoritaires? C'est les personnes qui ont des actions qui sont, on va dire, en infériorité par rapport aux autres. Fait que si j'ai 2 actionnaires qui possèdent à eux ensemble plus que 50 puis mes 10 autres actionnaires, eux ensemble, ont l'autre 50 bien, les 2 actionnaires qui sont majoritaires pourraient faire, on va dire, en fait, ça ne marche pas, le 51 on va dire, qu'ils possèdent. Les deux mis ensemble, bien, ils pourraient écraser les petits. Fait qu'on peut mettre des clauses pour protéger des scénarios où une personne ou des personnes qui sont actionnaires majoritaires voudraient pénaliser les minoritaires. Tout ce qui est les scénarios de sortie qu'on appelle les fameuses ventes, les transferts, les décès, les départs, bref, ça, on peut tout le prévoir, qu'est-ce qui arrive, comment ça fonctionne. Puis c'est souvent l'objectif de la convention. On veut vraiment détailler les règles dans ces situations-là. Et éviter les blocages stratégiques. Le cas typique, c'est on est 50-50, exemple Marie-Claude et moi. Marie-Claude a dit non, moi je veux qu'on vende des t-shirts. Moi je dis non, j'aime mieux qu'on fasse des comptes de construction orange. Au Québec, c'est plus payant, puis on ne s'entend pas dans le fond où l'entreprise va. Bien, il y a un blocage stratégique. Fait que si on est 50-50, un dit oui, un dit non, il n'y a rien qui avance. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter ces situations-là. Fait que qui devrait avoir une convention? Mais ce n'est pas compliqué. Toute compagnie, dans le fond, société par action, devrait avoir une convention. Encore plus si c'est avec de la famille, des amis ou qu'on investit dans le fond avec des gens qu'on est proches. Honnêtement, argent et famille, affaires et famille, ça peut créer des conflits. Fait que si ce n'est pas par écrit, honnêtement, c'est vraiment difficile ensuite, dans le fond, de faire des modifications. Fait qu'on recommande fortement à toute compagnie, soit une PME, une start-up, une entreprise à maturité, d'avoir un document qui vient dicter les règles du jeu pour éviter tout malentendu ou conflit. Il y a 2 types de conventions qui existent. La première, c'est la convention ordinaire. Elle, c'est pas compliqué, c'est qu'elle est négociée entre 2 ou plusieurs actionnaires. Ça veut dire que si on a une entreprise qui a 10 personnes, puis qu'il y a, je sais pas moi, 3 ou 4 actionnaires qui se mettent ensemble et ils font une convention entre eux, ils ont le droit. C'est une convention, dans le fond, ordinaire qui est vraiment négociée entre différents parties. À l'inverse, la convention qui est unanime, elle doit être signée par tous les actionnaires. Sinon, elle ne peut pas fonctionner.
généralement, cette convention-là, pourquoi on l'utilise, c'est pour transférer certains pouvoirs qui sont pour le conseil d'administration, mais à des actionnaires. Fait qu'on va dire, je ne sais pas, raison X, là, on a une entreprise qui est quand même, on va dire, je ne sais pas, 400 employés, ils ont un CA dans le fond de 2-3 personnes qui s'en occupent, mais ces personnes-là n'ont pas d'expertise au niveau de, je ne sais pas moi, l'acquisition d'entreprise, puis ils voudraient déléguer dans le fond ce rôle-là ou ce pouvoir-là à un actionnaire qui, dans le fond, lui, est assez connaissant là-dedans. Avec la convention unanime, si tout le monde est d'accord, il pourrait déléguer ces pouvoirs-là à cette personne-là. C'est vraiment une convention qui a une plus grande portée, mais par contre, elle doit être unanime. Ce n'est pas, exemple, on est 9 à vouloir, 10 qui veulent, un qui ne veut pas. Il faut que tout le monde la signe, tout le monde veuille, sinon elle ne prendra jamais effet. C'est vraiment pour ça qu'elle a un pouvoir aussi important. C'est parce que tout le monde, d'un commun accord, on la met en place. Au niveau de la portée juridique, dans le fond, un contrat de vie commune a la même valeur qu'un contrat, dans le fond, que tu vas signer, peu importe là, que tu contractes avec une entreprise ou tu prends un contrat avec une personne. Bien, le contrat, il y a une portée juridique qui est de respecter le contrat. Bien entendu, dans le fond, il y a toujours un article qui, dans tous les contrats, existe, qui est l'article 14-13 du Code civil du Québec, qui dit qu'un contrat ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre public ou porter atteinte aux droits fondamentaux. Ce qui veut dire que si dans la Convention, on dit nous, on oblige, dans le fond, nos actionnaires à aller commettre du grabuge, dans le fond, dans toutes les places, dans le fond, qui sont juives. Mais clairement, ça ne fonctionne pas. Ou de dire, nous, on n'accepte pas, dans le fond, les gens qui sont homosexuels. Bien, c'est toutes des clauses que tu ne pourrais pas venir mettre dans ton contrat parce qu'ils seraient caducs à cause qu'ils ne respectent pas, dans le fond, l'ordre public ou qui portent atteinte aux droits de la personne. Au niveau de la gouvernance et des pouvoirs de décision, la Convention elle peut préciser qui prend les décisions importantes. Fait un des trucs qu'on va pouvoir venir dicter, c'est est-ce que ça prend l'unanimité ou la majorité pour vendre l'entreprise ou prendre une décision importante. Ça, c'est une clause importante. Si, par exemple, on dit on est, je ne sais pas moi, 7 actionnaires, puis on met une clause d'unanimité, ça veut dire que si on est 6 sur 7 qui veulent vendre, le 7e tient son point et dit non, il n'y a rien qui se passe. À l'inverse, si on prend la majorité, bien, dans le fond, là, si on est 6 sur 7, la transaction va avoir lieu. Fait que si on veut l'unanimité versus la majorité, ce n'est pas le même fardeau, si on veut. Qui nomme les administrateurs? En fait, est-ce que c'est un actionnaire? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le CA? On peut, dans le fond, mettre des clauses de dire qui va venir nommer l'administration de la société. Puis, même chose, dans le fond, pour emprunter et embaucher. Toute la portion, dans le fond, de prise de décision importante, comment on veut la structurer, c'est des choses que la Convention peut venir dicter. La Convention, dans le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut venir limiter à qui on vend les actions. Ça, dans le fond, souvent, on peut le voir dans les conventions parce qu'on veut éviter qu'un actionnaire, je ne sais pas, on est 4 actionnaires ensemble, on se pogne avec un actionnaire, dans le fond, il dit « Ah oui, parfait, vous voulez être contre moi, mais je vais vendre, dans le fond, à n'importe qui. » Fait que dans le fond, en vendant à n'importe qui, là, on est tenu, on est pris, dans le fond, à gérer l'entreprise avec une personne qu'on ne veut pas nécessairement négocier avec. Fait que si la Convention vient dire que le transfert d'actions est limité, on va dire, à l'interne, ou qu'on doit en premier proposer aux actionnaires avant de proposer aux autres, ça vient enlever un certain problème de gérer avec n'importe qui. Si dans le fond, ensuite, tout le monde dit non, on ne peut pas empêcher la personne de vendre ses actions, mais en tant que tel, on pourrait limiter au début de dire, bien, tu nous le proposes, ou ensuite, dans le fond, il y a un nom de bassin, dans le fond, de 10 personnes intéressées, puis si ces personnes-là disent non, finalement, là, tu tournes vers le marché, dans le fond, secondaire, ça peut se faire. Mais on veut éviter que les gens se retrouvent à gérer une entreprise avec n'importe qui. Fait que c'est la clause du droit de premier refus. Fait que, en d'autres mots, ce que ça vient dire, c'est que si on met cette clause-là, on est tenu en premier avant de vendre, de le proposer à nos autres partenaires. Et si eux disent tous non, là, on peut se tourner vers d'autres acheteurs potentiels. Fait que ça fait quoi? Dans le fond, ça permet de garder le contrôle à l'interne puis d'éviter, dans le fond, d'avoir une personne, ne serait-ce qu'un compétiteur, une personne avec qui on ne s'entend pas, dans le fond, qui devient un actionnaire, puis on est pris, dans le fond, à dealer avec lui au quotidien. Une autre clause, dans le fond, qui est quand même, on va dire, dans l'industrie qui est très fréquente, c'est la clause de sortie conjointe ou tag-along en anglais. Ce que cette clause-là vient faire, en fait, c'est que ça vient protéger les actionnaires minoritaires. Donc, ça fait en sorte que si on a un actionnaire majoritaire qui vend ses actions, les minoritaires ont le droit d'être inclus dans la transaction aux mêmes conditions. On fait un exemple encore. Si, exemple, je possède une entreprise, j'ai 70 % et j'ai 5 autres personnes qui, eux, ensemble, ont le 30 %, une personne m'approche et me dit « Hey, c'est quoi dans le fond l'entreprise? Je vais acheter tes parts. Je t'achète dans le fond, je ne sais pas moi, 1000 $ l'action. Puis si dans le fond ça te convient, bien, on fait le deal. Là, moi, si je dis oui, si ma convention comporte une clause tag-along, bien, les minoritaires peuvent aller voir l'acheteur et dire écoute, si tu fais ce deal-là, moi aussi je le veux, puis tu n'as pas le choix dans le fond de me racheter. Dans le fond, pour l'acheteur, ça peut être un fardeau. S'il voulait juste mes actions, il pourrait dire bien, finalement, c'est du quoi, je ne le veux pas.
Puis pourquoi on la mettrait, dans le fond, c'est pour éviter que les minoritaires se retrouvent coincés avec un nouveau partenaire qu'ils n'ont pas choisi. Parce qu'eux sont comme pris à subir ça, ils n'ont pas nécessairement demandé. L'inverse existe aussi, dans le fond, la sortie forcée, donc drag along. Si on la met cette clause-là, ça fait quoi? Ça fait en sorte que s'il y a une transaction qui est faite, on va dire, de vouloir acheter l'entreprise au complet, j'ai 70 puis j'ai 5 actionnaires qui ont le 30 avec moi. Mais si, dans le fond, j'ai une offre pour acheter la compagnie au complet, puis j'exerce, dans le fond, la clause de sortie forcée, mes partenaires n'ont pas le choix de vendre. Ça marche des deux côtés si on la met. On met un tag along ou drag along, ça avantage les deux parties si on les met bilatéralement comme ça. On peut mettre une clause, dans le fond, d'apport financier. On le voit surtout, dans le fond, dans les compagnies il y a ça des investisseurs passifs. Fait que dans le fond, des gens qui vont partir des startups, peu importe, qui vont partir de beaucoup d'argent. L'investisseur qui est passif, son seul rôle, c'est de mettre du capital. Fait que si, dans le fond, on ne met pas de clause qui a une obligation d'apporter, je ne sais pas moi, 1 million, 2 millions, 3 millions, puis qu'après le premier 100 000, il dit, c'est quoi, dans le fond, j'en mets plus d'argent dans la compagnie, mais ça peut, dans le fond, nuire au projet si on veut. Fait que dans le fond, l'apport financier peut être dans la convention de dire, écoute, le rôle de cette personne-là, c'est juste d'apporter un capital financier pendant tant d'années, puis d'avoir des parts en conséquence de son capital financier pour faire croître l'entreprise. Fait que, dans le fond, c'est toutes les startups ou les fonds d'investissement, justement, de la sorte, là, qui font des entreprises qui vont partir de rien. Souvent, ces clauses-là vont exister. Une autre clause, dans le fond, qu'on voit vraiment fréquemment, c'est la clause de non-concurrence et de non-sollicitation. Fait que ça fait en sorte que si on la met dans le contrat, peu importe, on a une entreprise, dans le fond, on fait de la bouffe pour chiens. Là, dans le fond, après 4 ans, j'ai trouvé une recette qui était incroyable, puis on fait des ventes records, vu que dans le fond, notre bouffe pour chiens, elle a des propriétés nutritives qui sont plus élevées, les chiens vivent plus longtemps. Puis dans le fond, un de mes partenaires connaît la recette, puis décide de quitter. Bien, il pourrait très bien, dans le fond, de repartir la même recette de son côté. Fait qu'avec la clause de non-concurrence, non-sollicitation, on pourrait venir dire parfait à la personne qui quitte, bien, pendant 2, 3, 4 ans, peu importe le nombre de temps, tu ne peux pas, dans le fond, te lancer dans ce domaine-là. Dans le fond, tu ne peux pas partir d'une entreprise, tu ne peux pas solliciter les clients. C'est dans le fond pour éviter justement de se faire voler une partie de l'entreprise par un employé clé ou un actionnaire qui connaît, dans le fond, la recette magique. Toutefois, dans le fond, on ne peut pas mettre des clauses qui ne sont pas raisonnables dans le temps. Fait qu'on ne pourrait pas dire à la personne, tu ne peux pas, dans le fond, pendant 100 ans, te lancer dans le fond de la bouffe pour chiens. Tu ne peux pas, dans le fond, pendant, je ne sais pas moi, 5 ans, travailler dans aucun domaine qui a des chiens. C'est vraiment plus rapproché de ce que tu faisais. En fond, tu ne peux pas mettre trop restrictif, trop grand comme champ de compétences. Tu ne peux pas, dans le fond, la personne ne peut plus travailler non plus. Ce n'est pas l'objectif. LB, excuse-moi. Yes. Et justement, quand on parle de trucs qui est non raisonnable, ça, c'est au jugement d'un juge ou d'une cour, j'imagine, parce que c'est comme subjectif. Oui, dans le fond, à la base, ça reste que tu vas la mettre. Puis, dans le fond, la personne, elle la signe. Au début, tu pourrais mettre, tu ne travailles pas dans l'industrie du chien pendant 50 ans. Là, tu le signes, dans le fond, mais la clause, tu pourrais aller en cours la contester ensuite. Le juge dirait, bien, clairement, c'est de l'abus. Mais sur le moment, un peu comme une déclaration d'impôt, là, tu peux faire ce que tu veux, puis tant qu'il n'y a pas de vérification, de contestation, la clause va être bonne. Là. Oui, c'est clairement l'actionnaire qui signe ça, puis qui finalement se rend compte que c'est abusif, bien, il y aurait gain de cause, c'est sûr, là, si tu le mets trop restrictif. Là. OK, parfait. Au niveau du décès, c'est la clause qui nous intéresse le plus, entre guillemets, nous, parce que c'est là qu'on peut vraiment intervenir. Tout ce que j'ai montré avant, c'est beau de le savoir, ça donne du vocabulaire, ça permet d'en de gagner une crédibilité aux yeux du client. Mais au niveau du décès, vous avez un rôle comme conseiller qui peut intervenir. Pourquoi? C'est qu'on veut financer la convention qu'on appelle. Le cas typique, on va dire, Christopher et moi, on se part une entreprise ensemble. Puis après, je sais pas moi, un gros party le lendemain de veille, il meurt parce qu'il a trop bu ou whatever. Bien, ça fait en sorte, dans le fond, que là, je me ramasse avec les parts à racheter. Mais si je n'ai pas l'argent pour le faire, je me retrouve dans un pétrin financier. Dans le fond, soit que je vends des actifs, soit que je réhypothèque des biens. Fait que, bref, je veux trouver une solution pour avoir l'argent pour acheter les parts. Parce que je venais faire, dans le fond, c'est que je prends une assurance vie sur mon partenaire et vice-versa, ce qui va me permettre d'avoir la liquidité pour racheter les parts à la succession. Bien entendu, dans le fond, tout ce mécanisme-là fonctionne si dans la convention, on a mis une clause aussi de rachat forcé de la compagnie en cas de décès de l'actionnaire. Ça vient faire quoi, dans le fond? C'est que si on n'a pas cette clause-là, bien, ça va être le code civil qui va prévaloir. Le code civil, il dit quoi? Il dit bien, les parts de, mettons, Chris qui meurt vont aller à ses héritiers légaux. Mais ces héritiers légaux n'ont aucune obligation de me revendre les parts si je n'ai pas de convention qui force le rachat par l'entreprise. Fait que dans le fond, la convention, elle vient protéger tout le monde. Elle vient faire en sorte que la succession va avoir de l'argent pour ses parts et l'entreprise va reprendre le contrôle pour ne pas avoir à gérer avec, je ne sais pas moi, ses parents, ses enfants, son ex, whatever. Bien, la clause, dans le fond, vient protéger tout le monde.
Mais comme je dis, s'il n'y a pas d'argent, on met une clause. On va dire, on met une clause, la compagnie vaut 10 millions, on met une clause de rachat forcé. Chris décède, ça fait en sorte que je dois 5 millions. Donc, il faut que je trouve 5 millions de liquidités pour racheter ses parts. Le 5 millions, je ne l'ai pas nécessairement. Je le trouve où? Fait que l'assurance vie, dans le fond, vient combler ce besoin-là. Dans le fond, d'où on appelle ça financer une convention. Et bien, les conseillers en sécurité financière, on peut faire de l'assurance vie. Donc, souvent, c'est la clause qu'on va venir aider les gens à financer. Là. Oh, là, j'arrive plus à faire suivant. Parfait. Départ volontaire ou involontaire. Fait que ça, en gros, ce qu'on va venir dicter, c'est un cas où, je ne sais pas moi, après 5 ans, je me tanne, je veux quitter, qu'est-ce qui se passe? Ou à l'inverse, pour une raison X, je tombe invalide, je me ramasse en prison, je commets une fraude. C'est quoi, dans le fond, les conséquences de ces gestes-là? Qu'est-ce qui va arriver? On peut tout venir prévoir. Fait que le classique, c'est l'invalidité. Dans le fond, on ne veut pas traîner un partenaire invalide toute sa vie. Si, mettons, Zach et moi, on se lance en affaires, puis dans le fond, Zach, je ne sais pas si c'est encore ton commerce de véhicules électriques, là, de trottinettes. Ben, c'est pas le bon terme, je n'ai pas des trottinettes. Là. Mais en gros, si demain matin, on va dire que tu avais un partner, puis ton partner tombe invalide parce que justement, il se casse le cou avec un de tes bolides électriques, puis il est paraplégique toute sa vie, il ne peut pas travailler. S'il n'y a pas de clause qui force, après, on va dire 2 ans d'arrêt de travail ou 3 ans d'arrêt de travail, la vente des actions, ben Zach, dans le fond, il est pogné avec son partner à le traîner comme un peu un boulet toute sa vie. Fait qu'on veut éviter ces situations. Même chose pour un emprisonnement. Même chose, dans le fond, pour si je commets une faute grave qui entache la réputation, on peut tout venir prévoir qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là. C'est vraiment des clauses qui sont importantes et non négligeables parce que si on ne met rien en place, il peut y avoir des conséquences non désirées pour les actionnaires. Au niveau de la méthode d'évaluation, elle est super importante parce que si on ne met pas de clause pour ça, le Code civil, ce qui va venir dire, c'est pas compliqué dans le fond, c'est qu'il va dire, ben, si tu n'as pas de clause d'évaluation, la valeur de l'entreprise, ça va être la valeur comptable. La valeur comptable, c'est quoi? C'est la valeur que tu as investie dans le fond initialement pour acheter la compagnie ou la mettre en place. Fait que le classique, c'est qu'on va mettre 100 actions de catégorie A à 1 chaque, fait que 100 Fait que si l'entreprise, dans 10 ans, elle vaut 25 millions, puis je me pogne avec mon partner, je te dis parfait, dans le fond, ben, je te vends mes parts, puis on n'a pas de clause d'évaluation, mais la valeur, ça va être 100 fait que c'est pour ça qu'il faut mettre une méthode qui va venir dire qu'est-ce qu'on veut pour évaluer l'entreprise. Puis les plus fréquentes, ça va être évaluation par un expert indépendant. Ce qui fait en sorte que si on veut vendre, on s'entend qu'au moment de la vente, on fait venir une personne qui fait de l'évaluation d'entreprise, va donner un prix, puis on se base sur ce prix-là. On pourrait aussi, dans le fond, dire, ben non, on ne veut pas un expert indépendant, on veut une formule basée sur les résultats financiers. Fait que, exemple, on veut payer 5 fois les bénéfices avant impôt. On veut payer 10 fois le chiffre d'affaires. Dans le fond, tu peux venir mettre un multiplicateur d'un paramètre X pour prédéterminer la valeur. Ou tu pourrais dire tout simplement, la compagnie, ce qu'elle vaut, ça va être les actifs moins les passifs, c'est la valeur de la compagnie. C'est des différentes façons de l'évaluer, mais on ne veut surtout pas prendre le coût comptable, parce que le coût comptable, ben, c'est la valeur qu'on a mis initialement. Ce n'est pas représentatif de la situation. Là. Au niveau, dans le fond, du processus de rachat. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui enclenche le rachat. Un événement, si tu le décès, si tu l'invalidité, si tu un emprisonnement, si tu une vente, dans le fond, volontaire. Dans le fond, ça, chaque clause va venir être prévue. Mettons, si on parle d'un décès, il va y avoir la clause décès. Un clause, mettons, on va dire départ involontaire. Chaque clause va avoir son propre événement déclencheur. Comment le prix déterminer? Dans le fond, si c'est un décès, ce ne sera pas nécessairement le même prix que si c'est un emprisonnement. Parce que si, mettons, on va dire mon partner fait une faute qui nuit à la réputation de l'entreprise, bien, ce serait bizarre, dans le fond, que j'y rachète ses parts à la valeur marchande, parce qu'il va faire baisser la valeur marchande de par son geste. On pourrait dire que tu as une pénalité de, je ne sais pas moi, 50, 60 Le mode de paiement, est-ce qu'on le paye dans le fond, est-ce qu'on le paye dans le fond en action, est-ce qu'on le paye en cash? C'est quoi dans le fond on lui donne une bâtisse? Comment ça va être payé, ce montant-là? Puis les délais. Parce que tu sais, le décès, souvent, on veut le payer immédiatement pour acheter les parts, mais l'invalidité, c'est pas rare qu'on va dire, ben écoute, comme tu es invalide, on va te verser dans le fond pendant, je sais pas moi, 5 ans ou 10 ans, le montant échelonné pour que tu puisses avoir comme un revenu qui vient de l'entreprise le temps que tu quittes, dans le fond. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place. Il y a des délais à prévoir aussi, il faut le prévoir dans la convention. Une clause qui est vraiment intéressante, mais qui s'appelle la clause shotgun, la clause roulette russe, c'est une clause qui est très agressive, mais c'est pour éviter, on va dire, des cas où il n'y a pas d'échappatoire, où il n'y a pas d'entente qui est faite. Comment fonctionne cette clause-là? C'est que si on la met en place et que, on va dire, on est vraiment dans les cas que c'est 50-50 généralement. On est 2 actionnaires, on est 50-50, on arrive à un impasse, les deux, dans le fond, on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord où la compagnie veut aller. Si je mets la clause shotgun, ça fait en sorte que demain matin, je peux proposer à mon partner, sais-tu quoi, dans le fond, regarde, je suis tanné, j'active la clause shotgun, je te propose 1 million pour tes parts. Puis là, dans le fond, la personne qui reçoit l'offre a 2 choix.
Si elle dit oui, elle me rachète. Mais si elle me dit non, j'ai l'obligation de lui racheter ses parts au même montant. Fait que dans le fond, c'est un ou l'autre. Si tu fais une offre, un ultimatum, tu dis écoute, voici mon offre, mais si tu la refuses, tu es tenu dans le fond de me racheter à la même offre que moi je t'ai faite. Et l'inverse, c'est aussi vrai dans le fond. Si quelqu'un m'offre de m'acheter, exemple, je suis à Close Shotgun, je te dis ah ouais, c'est quoi, ben gars, je m'en fous, je t'achète pour 100 tes actions. Je dis non, tu es tenu de me les vendre à 100 Fait que faut faire attention dans le fond à ce que tu proposes. Parce qu'à l'inverse, si tu dis c'est quoi dans le fond, je te vends mes parts 10 millions, puis la personne me dit non, je suis tenu de racheter ses parts 10 millions. Fait que c'est vraiment une clause qui fait en sorte que c'est un ou l'autre. Soit moi, je pars avec l'entreprise ou tu pars avec l'entreprise. C'est une clause pour avoir une sortie rapide et définitive de l'entreprise d'un des deux partenaires. La clause de médiation et d'arbitrage, ce qu'elle vient faire, cette clause-là, c'est qu'on peut la mettre pour éviter d'aller en cours pour résoudre un problème. En gros, ce qu'on va venir dire, c'est en cas d'impasse ou quoi que ce soit, au lieu d'aller en cours, on va opter pour l'arbitrage, la médiation. La seule raison de faire ça, dans le fond, c'est pour sauver des coûts. Un procès en cours, c'est nettement plus dispendieux qu'une médiation et un arbitrage. On pourrait se dire, bien, on s'entend que, advenant un conflit, on va en médiation et en arbitrage en premier, puis si ça ne se règle pas, on va en cours. La convention, elle peut être à durée déterminée ou indéterminée. On pourrait se forcer de dire, écoute, cette convention-là, elle est bonne pour 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut la renégocier. Ou on pourrait dire, elle est bonne à vie tant qu'il n'y a pas, dans le fond, de modification. Si on veut la modifier, par contre, ça prend un consentement de tous les parties par écrit. Fait que si on est, je ne sais pas, 10 actionnaires, puis il y en a 9 qui veulent, un qui ne veut pas, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment important, quand on signe la convention, il faut comprendre que ça ne se modifie pas sans le consentement de toutes les parties impliquées. Les risques, dans le fond, qui sont, on va dire, possibles pour une entreprise sans convention, mais c'est le blocage entre actionnaires. Fait que vraiment, comme on l'a dit tantôt, si j'ai un conflit avec une personne où on ne s'entend pas où l'entreprise peut aller, bien, dans le fond, ça peut faire en sorte que l'entreprise va stagner. La vente involontaire à des tiers, ça fait en sorte que je pourrais vendre mes parts à une personne à qui on ne veut pas faire affaire. On veut éviter ça. Un départ d'actionnaire qui est mal géré, ou des procédures qui sont judiciaires longues et coûteuses à cause qu'il n'y a pas de clause de médiation ou d'arbitrage. Les impacts fiscaux, en fond, on ne les abordera pas de long en large. C'est juste de comprendre que quand il y a des rachats forcés ou des ventes d'actions, ça entraîne des gains en capitaux ou des dividendes réputés ou bref, des implications fiscales. Fait que la convention, c'est toujours important aussi d'avoir un fiscaliste qui va la repasser. Fait que souvent, l'avocat ou le notaire va rédiger le document légal. Puis ensuite, dans le fond, c'est d'avoir un fiscaliste qui va passer au niveau de tout ce qui est le rachat d'actions. C'est quoi l'implication? Si c'est mal structuré, est-ce que ça peut engendrer une double imposition ou faire perdre l'argent dans le fond ou faire perdre, exemple, l'exo de gain en capital? On veut éviter ces situations-là. Fait que le fiscaliste, lui, il est là vraiment juste pour assurer que les clauses, quand on les enclenche, oui, d'un point de vue légal, ça fonctionne, mais au niveau fiscal, est-ce qu'il y a un impact qu'on peut éviter? Fait au niveau des recommandations pratiques, c'est pas compliqué. Rédiger la convention dès le début, quand tout va bien, parce que quand ça va mal, faire un contrat de mariage, quand on veut se divorcer, c'est pas l'idéal. Fait que même chose pour une convention. Réviser, dans le fond, il y a un changement majeur. Un nouvel actionnaire, une acquisition, un conflit, bref, peu importe. On veut le revoir comme un peu un testament. Qu'il y a de quoi qui change une situation de façon majeure, on veut le revoir. Prévoir des clauses souples mais claires, dans le sens qu'on ne veut pas avoir une clause qui dit « je ne peux pas vendre, point ». Parce que c'est trop restrictif. On veut quand même avoir une marge de manœuvre pour se donner, dans le fond, du lousse, dépendamment de la situation, mais que ce soit quand même assez clair, pas trop vague, pas trop flou. Et c'est sûr, voir un avocat spécialisé dans le droit des affaires, ce serait vraiment l'idéal pour rédiger ça parce qu'eux, ils en font beaucoup versus peut-être le notaire qui fait des testaments qui en fait moins. Fait que vraiment, trouver une personne qui se spécialise là-dedans, c'est l'idéal. Des questions pour la partie de la convention. Parfait. J'enchaîne avec le deuxième volet, qui est le fameux compte de dividendes en capital, donc le CDC. Fait que vraiment, le but de cette portion-là, c'est de faire comprendre à quoi sert le CDC, comment ça fonctionne, d'où ça provient. Parce que je sais que ça fait peur à bien des gens, puis ça reste la fiscalité, c'est un sujet un peu plus compliqué, mais ça reste, une fois qu'on le décortique, c'est vraiment relativement simple comme compte. Fait en gros, le CDC, c'est quoi? C'est un mécanisme fiscal qui est prévu par la loi de l'impôt sur le revenu pour permettre à une société privée de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Puis là, tout le monde se dit « Hey, wow, c'est génial comme concept, je veux juste verser dans le fond ça à mes actionnaires. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un événement déclencheur qui nous permet d'avoir un dividende en capital qui est non imposable parce que si, dans le fond, toutes les dividendes étaient non imposables, bien, les actionnaires, dans le fond, ne paieraient jamais d'impôt. Il y a vraiment une façon d'enclencher du CDC. Ce qu'on va venir faire avec le CDC, dans le fond, c'est de distribuer des montants qui, normalement, ne seraient pas imposables à un particulier
mais pour une entreprise. Fait qu'on va dire, on prend le cas typique, une assurance vie. Règle générale, une assurance vie n'est pas imposable. Fait que si, exemple, je contracte une assurance vie, je meurs, ma succession reçoit, on va dire, je ne sais pas moi, 500 000 c'est libre d'impôt. Mais si je n'ai pas de mécanisme de CDC, l'entreprise serait pénalisée dans le fond parce qu'elle, elle recevrait un montant libre d'impôt, mais quand je voudrais le verser à l'actionnaire, il y aurait un dividende imposable ou un salaire imposable. Fait que le CDC, c'est un compte fictif dans lequel l'argent va rentrer temporairement et va me permettre de verser un dividende libre d'impôt. Pour l'assurance vie, dans le fond, pour le temporaire, c'est pas compliqué. 100% de ce qui est versé dans le CDC qui en ressort est libre d'impôt. Pour le produit permanent, vu qu'il y a un CBR, c'est un petit peu différent. Il y a un calcul qui doit être fait de savoir quelle portion peut aller en CBR, en CDC, puis quelle portion doit être imposable. Fait que ça, dans le fond, c'est sur l'âge du décès, on ne peut jamais savoir d'avance. Quand la personne meurt, il va y avoir un CBR. On regarde le CBR, il y a un calcul qui est fait. Il y a aussi un calcul avec le coût net de l'assurance pure, mais ça, je n'irai pas là. Dans le fond, c'est vraiment IA qui s'occupe d'émettre le feuillet fiscal. Puis la compagnie, dans le fond, pourra s'imposer en conséquence ensuite. Une autre composante qui rentre dans le CDC, c'est la portion non imposable du gain de capital. Pourquoi c'est comme ça? C'est que si j'investis 1 million de dollars au personnel, je fais un rendement de 500 000 de gain de capital, mais au personnel, j'aurais 250 000 imposables, 250 000 non imposables. Même principe, si dans mon Inc., j'ai la même mécanique, on va dire mon Inc. fait un placement, il y a 250 000 d'imposables, donc ça rentre dans le Inc. pas imposable, l'autre 250 000 s'ajoute au revenu de l'entreprise. Une fois dans les cas de l'entreprise, si je n'ai pas de CDC puis je me verse le plein 500 000, le plein montant va être imposable. Fait que le montant qui est non imposable, le premier 250 000, va aller dans le CDC et va me permettre de verser un dividende libre d'impôt à l'actionnaire pour compenser la partie non imposable du gain capital. Fait que si on le résume, là, c'est pas compliqué, c'est vraiment tout ce qui est la portion non imposable qu'un particulier aurait eu droit. Bien, avec la mécanique du CDC, on peut recréer ça avec l'entreprise. Oui, Isaac? C'est qui tient compte, justement, qui tient compte de combien qu'on est rendu en CDC? Bien, si la personne n'a pas de comptable, ça va être lui, mais c'est assez rare. Dans le fond, généralement, le comptable crée un annexe. Fait que dans le fond, lui, il reçoit les reçus fiscaux. Puis, ce qui est problématique, en gros, là, c'est que dans le rapport d'impôt, ça apparaît nulle part. Sur la cotisation, ça apparaît nulle part. Tu n'as pas de document, c'est vraiment une annexe maison. Fait que, soit un fichier Excel, soit un document à part. Fait que le comptable a quand même un job, mais je ne cacherai pas qu'il y a beaucoup d'erreurs ou de mauvais calculs de CDC. Puis on va le voir un petit peu plus loin au niveau des autorités fiscales. Dès qu'il y a du CDC, dans le fond, généralement, il y a une vérification parce qu'ils savent qu'il va y avoir des erreurs et des bonnes pénalités, dans le fond, qu'ils peuvent être aller chercher. Là. Fait que c'est alléchant, dans le fond, pour l'ARC de vérifier des dossiers de CDC. Là. Ça ferait du sens que l'ARC garde ces affaires-là, il me semble. Hein? Ben non, parce que dans le fond, encore une fois, le système d'autocotisation, c'est sur une base volontaire. Là, fait que, on a un système qui est vraiment toute la responsabilité est entre les mains de l'individu et non des autorités fiscales. Fait qu'ils se disent, ben écoute, fais tes calculs, si tu te plantes, dans le fond, c'est ton problème. Oui, vas-y. Mettons, juste pour bien comprendre, là, parce que tes 250 000 qui sont dans l'entreprise, c'est celui qui était imposable que tu verses qui va créer du CDC ou c'est celui qui était non imposable que tu verses qui va créer du CDC? Le non imposable. Fait que c'est la portion toujours non imposable qui va créer du CDC. Parce que c'est comme de répliquer le même principe. On veut, dans le fond, que le 250 000 non imposable qu'un particulier a eu droit reste non imposable pour le particulier. Fait que même chose de l'assurance vie. C'est ça, OK. Fait que faut que tu le verses, puis après, ça crée un CDC, puis après, tu peux reverser un dividende. Ben ça, en fait, l'étape 1, c'est qu'il faut que tu le vois en deux volets. Fait que dans le fond, l'entreprise fait un gain en capital, elle l'enclenche, l'impôt est payé sur la portion de l'imposable, l'autre portion non imposable, automatiquement, est dans le CDC. Mais tu peux le laisser là, dans le fond. Tu n'es pas obligé de le verser tout de suite. Tu peux créer un compte de CDC, dans le fond, avoir de l'argent dedans, puis c'est fictif, là, au final. C'est juste un compte fiscal fictif qui dit que si jamais tu veux, tu peux te verser 250 000 au personnel, libre d'impôt. OK. Garder ce 250 000-là, le faire croître, puis éventuellement, tu as quand même dans le compte fictif de 250 000 dans le CDC, de fictif CDC. Oui, on va prendre l'avance, mais techniquement, le CDC, moi, j'encourage à le verser le plus rapidement possible. Si la liquidité le permet, dans le fond, parce que l'entreprise pourrait ne pas avoir la liquidité pour le verser. Mais sinon, tu aimes mieux avoir le 250 000 au perso, puis de le placer, exemple, en CELI en REER, que de l'avoir dans ton incorporation. Tu sais qu'au final, oui, il fait du rendement, mais avec la mécanique de l'IMRTD, puis tu as un impôt de quand même 50,31 je ne me trompe pas, sur les revenus passifs dans un Inc. Fait que ça reste que tu veux te le verser. Puis on va voir les autres stratégies qui existent justement avec le CDC, ce que tu peux venir faire pour optimiser la fiscalité de la personne. Okay. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que le CDC s'applique seulement aux sociétés privées sous contrôle canadien, fait que les SPCC et les sociétés résidentes du Canada. Fait que si j'ai une entreprise qui est principalement en Europe, mais qui a pas un pied à terre ici, mais qui a des activités au Canada, puis
qu'elle n'est pas considérée SPCC, le CDC ne fonctionne pas. C'est vraiment une mécanique qui est seulement pour une entreprise canadienne. Et on va le voir dans le fond, je pense, c'est l'autre slide. C'est vraiment les actionnaires, dans le fond, canadiens seulement qui peuvent s'en verser. Là. Fait que si on est un actionnaire étranger, ça ne fonctionne pas. Il faut être canadien pour bénéficier de cette mécanique fiscale-là. Fait que pourquoi utiliser le CDC, dans le fond? Oui, vas-y. Je ne sais pas exactement là-dessus, je vais revenir sur le fait du CDC. Si, mettons, quelqu'un vend son entreprise, puis il y a le fameux gain en capital qui est non imposable, je pense qu'il est rendu à 1 250 000, je pense. Oui, le chiffre exact, je ne pourrais pas dire, mais c'est pas loin du million. Mais mettons, c'est rendu un gros chiffre maintenant. Puis est-ce que c'est la même chose que le CDC ou c'est en plus, il conserve son droit de CDC? C'est différent parce que là, il ne faut pas que tu mélanges les choses. Dans le fond, là, on parle au volet entreprise. Quand on parle de la DGC, c'est au niveau personnel. Fait que dans le fond, c'est quand l'actionnaire vend ses actions, au niveau personnel, il peut avoir une déduction pour gain en capital. Mais l'entreprise, ça ne change absolument rien pour elle. Fait que dans le fond, c'est vraiment là, je te parle de dans l'entreprise, tu génères un revenu qui techniquement aurait été non imposable au personnel. Fait que ta DGC, dans le fond, c'est un peu différent. C'est vraiment un particulier qui va vendre une action admissible, va avoir droit à la DGC. Fait que les deux ça devient du particulier à ce moment-là. C'est ça, exactement. C'est pas la même notion. Oui. Parfait. On parle d'IMRTD dans une autre formation. Oui, l'IMRTD, c'est un autre volet complètement. Mais tu vas-tu faire la formation là-dessus? Je l'avais déjà fait, mais je pourrais la refaire un jour. Je l'avais fait. Non, je sais que c'est déjà fait. Je sais, je l'ai entendu souvent, mais c'est toujours pas mauvais. Ce point-là n'est pas mauvais de refaire. Je vais refaire si Jeff est d'accord, dans le fond, que je refasse la formation sur les revenus d'entreprise, je la referai. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de nouveaux depuis 1 an et demi. Là, fait que c'est pas mauvais. Oui, exactement. Effectivement, il faudrait que je reparte un cycle de formation là-dessus. Je pourrais le proposer cet été d'en repartir un autre là-dessus. Ouais, c'est cool. Merci. Fait que le CDC, dans le fond, pourquoi l'utiliser? C'est pas compliqué, c'est qu'on retire des sommes libres d'impôt de l'entreprise. Fait qu'on ressort de l'argent de l'entreprise libre d'impôt qu'on peut investir. Comment on peut optimiser la fiscalité? Là, prenons l'exemple pas typique, là, mais mettons un médecin incorporé. Un médecin incorporé qui va faire 300-400 000 par année. Il y a du placement dans son incorporation. La plupart du temps, ils vont placer l'argent là, le faire fructifier. C'est pas impossible pour un médecin qui a, je sais pas moi, 45, 50, 55 ans, d'avoir 1-2 millions dans son incorporation qui va faire un rendement, mettons, moyen de 5-6 %. Mais si on fait le calcul, à chaque fois que j'enclenche du gain en capital, si je peux générer, je sais pas moi, un 150 000, 175 000, 200 000 de CDC aux 3-4 ans, je pourrais lui dire, écoute, l'année qu'on se verse un CDC, retire-toi aucun salaire de ton Inc. Comme ça, dans le fond, tu vas vivre avec ton CDC. Puis, au sens de la loi, tu vas être considéré comme étant un pauvre, entre guillemets. Fait que tu vas recevoir des plus gros crédits d'impôt, allocations familiales plus élevées, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, tu peux venir optimiser la fiscalité avec le CDC ou dire une partie de ton revenu, si ça te prend, je ne sais pas moi, 200 000 pour vivre, je pourrais te verser juste 100 000 de revenus, 100 000 de CDC. Puis, comme ça, dans le fond, tu réduis ton taux particulier à un niveau plus bas. Fait que le CDC, c'est un bel outil, dans le fond, pour venir justement agrémenter puis réduire la facture fiscale du particulier. Fait que ça peut être une façon de le voir où la personne après dire, je vais m'en servir pour acheter un immeuble locatif, peu importe. Mais si la personne ne veut pas s'en servir pour l'investir, moi, je suggère fortement de le retirer pour changer le revenu cette année-là. Oui, vas-y, Chris. Dans le fond, c'est pas fou d'investir, mettons, dans une non-enregistrée 100% en action quand c'est dans le business parce que tu vas déclencher justement des gains à capital à la place des revenus d'intérêt. Oui, moi, en fait, j'encourage fortement mes clients à le faire. Ça reste qu'il faut qu'il y ait la tolérance au risque. Mais au niveau fiscal, tu veux un portefeuille 100% action dans un Inc. à cause du CDC. Mais quand tu vas déclencher justement le CDC, ça reste qu'il va y avoir une partie imposable. La partie imposable, c'est le Inc. qui est imposé. Oui, exact. Mais comme je te dis, j'aime mieux imposer la moitié que 100%. Fait que si mettons, tu as un portefeuille, on dit, le client dit, mets-moi tout en CIE, puis il fait, je sais pas moi, 10 000 d'intérêt, mais c'est 10 000 imposables. Puis il n'y a pas de CDC de créer zéro. Là. Si je mets à l'inverse son argent dans un fonds d'action, qui fait 10 000 de gain en capital, j'ai 5 000 imposables pour le Inc., 5 000 non imposables pour le Inc. et 5 000 non imposables pour le particulier. Fait que la mécanique fiscale, c'est vraiment plus rentable, dans le fond, avoir un portefeuille en action dans un Inc. Est-ce que tu en vois beaucoup, toi, des personnes qui ont des portefeuilles pas en action dans des Inc., qui sont toutes dans des revenus d'intérêt ou. Ça dépend dans le fond de l'objectif. Si la personne a un fonds de roulement de cash flow, elle le met dans un compte à intérêt élevé, c'est normal. Mais tout ce qui est investi dans le fond pour la retraite ou tout ce qui est investi pour justement des projets futurs, long terme, techniquement, c'est un bon conseiller. Tu vas y recommander fortement le portefeuille en action. Tu vas lui dire, écoute, ta tolérance au risque, je comprends, mais ton Inc., tu prends déjà, tu es en affaires, tu es un homme d'affaires, c'est encore plus risqué que les placements que je vais te proposer. Ce pas des actions minières qui vont faire faillite. Fait que si tu veux optimiser fiscalité, rendement et tout, tu y recommandes un portefeuille audacieux 100% d'action. Là. Je comprends. Mais ultimement, ça reste l'investisseur qui a le droit de dire oui ou non. Là.
Mettons, c'est une recommandation, puis s'il monte les points par point, puis il est moindrement allumé, il va comprendre que crime, le portefeuille en action me rapporte nettement plus que d'avoir une sécurité. Là. Non, c'est sûr. Parfait, merci. Plaisir. Fait que les sommes qui sont admissibles au CDC, ben, c'est pas compliqué, c'est la portion non imposable du gain de capital, fait que le 50% qui est non imposable. Encore une fois, si ça change, ça tombe à 66,67, ça va être seulement 33% qui va être admissible. Fait que ça va suivre dans les prochains mois, voire années, qu'est-ce que les libéraux vont faire. Le produit d'assurance vie, fait après l'ajustement de base, c'est quoi l'ajustement de base? C'est comme je dis, le CBR. Fait qu'il y a un calcul qui est fait pour savoir la portion imposable, non imposable. Pour du temporaire, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est 100% admissible au CDC. Les dividendes en capital reçus, c'est quoi dans le fond? C'est qu'entre sociétés, ils peuvent s'en verser aussi, puis il n'y a pas d'impôt. Fait qu'on va dire, si j'ai une entreprise qui avait du CDC pour une raison X, je veux le transférer à une autre entreprise, je pourrais le faire aussi. Fait que je pourrais me transférer mon CDC d'une compagnie à l'autre. Je sais pas, moi, si j'ai 4 compagnies, puis je trouve ça trop compliqué d'avoir 4 registres, je pourrais tout verser mon CDC à une entreprise, puis d'avoir une seule place consolidée. Ça, c'est plus rare qu'on le voit dans le fond, mais ça existe encore. Si j'ai une entreprise qui fait une liquidation, une unification ou une fusion, sous certaines conditions, je peux revoir le CDC. Fait qu'on va dire, si j'avais 2 entreprises, une que pour une raison X, je sais pas, c'est une filiale qui va moins bien, je veux juste, dans le fond, rapatrier mes affaires, je fais une fusion entre les deux ensemble, puis il y avait du CDC, dans le fond, je peux merger mes 2 comptes de CDC ensemble. Pourquoi je dis sur certaines conditions, c'est qu'il fut une époque où il n'y avait pas de règles, dans le fond, puis peu importe l'entreprise, je peux faire des fusions puis prendre leur CDC. Fait que, il y a des compagnies qui se spécialisaient pour racheter des entreprises en faillite, juste racheter leur CDC. On va dire, moi, j'ai une entreprise que j'ai, je sais pas, moi, 15 millions de liquidités, puis je vois mon concurrent, je sais pas, il valait 1 million, maintenant, il vaut 100 000 parce que ça va mal ses affaires. J'écoute, je t'offre 100 000 d'entreprise, puis dans le fond, il y avait, je sais pas, 200 000 de CDC. Bien, dans le fond, moi, je rapatrie son CDC, mais ça m'a coûté, dans le fond, 100 000. J'ai 200 000, je peux me verser le libre d'impôt. Depuis environ une vingtaine d'années, on modifié les règles parce qu'il y avait du commerce d'attributs fiscaux qui se faisait sur le marché, dans le fond, des actions. Fait que là, un exemple simple pour que vous compreniez. Fait que si j'ai une société qui vend un immeuble avec un gain de capital de 100 000, j'ai 50 000 qui est imposable et 50 000 non imposables. Donc, la portion non imposable, le 50 000, ça va dans le CDC. Ces 50 000-là, dans le fond de non imposable, peuvent être versés à l'actionnaire libre d'impôt. Pas plus compliqué que ça. Pour verser un CDC, dans le fond, la partie qui est un peu plus compliquée, c'est que ça prend une résolution du conseil d'administration. Ça, c'est le fameux document que vous faites signer avec IA. C'est pas vous qui le faites, dans le fond, mais le comptable ou le notaire va faire un document similaire, donc une résolution du conseil d'administration. Et il doit y avoir une déclaration explicite d'un dividende en capital. Ça nécessite, dans le fond, quand même une intervention d'un comptable, puis ça prend de la paperasse, dans le fond, pour le verser. Généralement, on ne verse pas des 100$ de CDC. Là. Souvent, quand il y a des gros montants, pour encourir des honoraires pour faire ça. Dans le fond, on veut s'assurer d'avoir un montant quand même assez intéressant. Fait que ça, c'est vraiment très technique, là, mais même si le CDC, c'est une notion fiscale, c'est quand même inscrit dans le droit des sociétés. Fait que dans le fond, la LCSA, qui est la loi sur les sociétés canadiennes d'action, et le Code civil du Québec, dans le fond, ont des règles spécifiques, dans le fond, pour le versement du CDC. La raison, dans le fond, c'est rattaché aux administrateurs. Parce que je vous explique, dans le fond, l'administrateur va voter, dans le fond, un versement de CDC, il va dire, parfait, je l'accepte, mais il est responsable si ça n'a pas été fait dans l'intérêt de la société. Je fais un exemple. J'ai une entreprise qui est en difficulté financière. Le président, dans le fond, je ne sais pas moi, il a 500 000 de CDC, puis l'entreprise, elle a 500 000 d'argent dans son compte, mais elle doit, je ne sais pas moi, 200 000 à droite, elle doit de l'argent là, il y a moins de ventes qui est faite. Mais si, dans le fond, l'administrateur vote un versement de CDC au président pour 500 000 au détriment de la survie de l'entreprise, il pourrait se faire poursuivre, dans le fond, pour avoir agi dans l'intérêt de la société. C'est vraiment important de comprendre que si on met l'entreprise en péril pour le versement d'un CDC, on va à l'encontre de l'intérêt de la société, puis comme administrateur, je peux me faire poursuivre et être tenu responsable. Encore une fois, ça fonctionne juste si on est plusieurs dans le fond de l'entreprise. Parce que si je suis actionnaire unique et l'administrateur, ce serait étonnant que je me poursuive. Fait que quand, dans le fond, on verse un CDC, en fait, la résolution est nécessaire pour vérifier le solde du CDC, déclarer un dividende puis l'inscrire dans les registres corporatifs. Comme je dis, dans le fond, c'est un mécanisme fiscal qui demande quand même pas mal d'obligations légales et comptables, dans le fond. Quand on le verse, généralement, on avise le comptable, il prépare les documents puis il nous l'envoie. On en verse maximum 1 par année, soit à la fin de l'année, début de l'année, peu importe comment il préfère, pour éviter de le refaire trop souvent puis engendrer des honoraires de ce côté-là. C'est ça. L'assurance vie, comme j'expliquais, va être détenue par la société. On verse le capital d'essai, ça rentre dans le CDC si c'est une temporaire à 100%. Si c'est un permanent, par contre, c'est après déduction du coût de base rajusté ou du coût net d'assurance pure, dans le fond, selon la différence puis le moindre des deux. Il y a un calcul qui est fait.
suis pas un spécialiste là-dedans, c'est vraiment, dans le fond, le IA qui va passer le feuillet fiscal. Mais sachez qu'il faut juste aviser le client. Du temporaire, il n'y a pas de problème, ça va être 100% dans le CDC, mais du permanent, il y a une partie qui va être imposable. Fait que là, au niveau des restrictions, c'est pas compliqué. On ne peut pas dépasser le maximum du sol. Fait que si j'ai un CDC, dans le fond, un compte de 100 000 puis je verse 120 000, ben, c'est l'évasion fiscale, je suis dans le tort, je n'ai pas le droit. Le dividende doit être versé à un actionnaire canadien. Fait que c'est super important. Si j'ai une entreprise qui a 3 actionnaires, 2 des 3 sont canadiens, le 3e, il habite, je sais pas moi, en France pour une raison X, actionnaire passif ou il s'implique autrement. Si je verse un CDC, dans le fond, je suis dans le tort, je n'ai pas le droit de faire ça. Et vous vous douterez bien, une mauvaise déclaration entraînera des pénalités fiscales si l'ARC s'en rend compte. Pourquoi, dans le fond, je dis que l'ARC aussi aime ça, c'est que c'est des dossiers faciles pour eux, parce qu'il faut absolument, quand on fait un versement de CDC, faire un formulaire pour ça. Le T2SCH3, c'est le calcul, dans le fond, du CDC. On envoie, dans le fond, avec nos preuves justificatives, comment on a calculé le CDC. Fait que le vérificateur, dès que j'envoie le formulaire, bien, c'est sûr que, dans le fond, lui, il le met de côté, puis un jour ou l'autre, il va le regarder parce qu'il veut trouver l'affaire. Parce que les CDC, comme je disais, c'est calculé manuellement. Il y a plusieurs entrées-sorties. On peut faire une erreur technique qui va faire en sorte que le CDC va être plus élevé ou moins élevé. Mais s'il est plus élevé, juste un dividende en capital j'aurais dû me verser plus bas, bien, j'aurais dû de l'impôt là-dessus. Dans le fond, clairement, je vais avoir une pénalité plus l'impôt à payer. Fait que l'ARC sont très à cheval là-dessus. Dès qu'il y a un versement de CDC, ils vont se mettre le nez là-dedans pour être sûr que ça a été bien fait. Ultimement, dans le fond, l'avantage CDC, c'est optimisation fiscale. Comme j'ai dit tantôt, il y a moyen de faire des plannings pour minimiser l'impôt du particulier. Au niveau, dans le fond, de la planification, je vais l'aborder brièvement, mais ce que les gens vont venir faire en général, c'est qu'ils vont prendre une assurance vie pour couvrir l'impôt au décès. Fait que si on va dire l'entreprise, je ne sais pas moi, elle vaut 2 millions, j'ai un gain en capital latent de 1 million, je prends une assurance vie, dans le fond, de ou 500 000 pour payer l'impôt au décès. Une fois que le 500 000 est versé dans l'entreprise, puis j'ai payé l'impôt avec, j'ai quand même le droit au CDC. En fait, l'entreprise ensuite pourrait se verser un montant libre d'impôt grâce à cette mécanique-là. Fait que j'ai payé mon impôt, mais je pourrais aussi verser les liquidités, dans le fond, une partie des liquidités du moins à mes actionnaires, dans le fond, à la succession libre d'impôt. C'est un double mécanique. J'ai l'avantage d'avoir payé l'impôt au décès, mais en plus, je me suis créé du CDC pour ma succession. Vraiment, c'est un super beau mécanisme pour créer une valeur au décès dans une entreprise, l'assurance vie. Fait que je l'ai dit tantôt, dans le fond, les risques d'erreur sont assez élevés parce que c'est un calcul qui est fait manuellement par un comptable. Il n'y a pas vraiment de document pour tenir ça. Chaque registre, c'est propre à chaque bureau comptable. Dans tous les cas, ils sont quand même habitués, ils en voient beaucoup, fait qu'ils ne devraient pas avoir trop d'erreurs, mais ça peut arriver. Pas faire la résolution, fait que ça, c'est un classique. Dans le fond, on fait le déversement de CDC, mais on oublie de le mettre dans le livre des minutes. On ne tient pas un bon registre. C'est un manquement, on peut avoir une pénalité pour ça. Et si on le verse par erreur un actionnaire non admissible, on est tenu responsable aussi quand même. Fait que ça peut être considéré comme de la négligence. Qui dit négligence, dans le fond, pénalité pour faute lourde, dit pénalité pour ci, pénalité pour ça. Fait que ça peut monter assez vite comme bill fiscal. Fait que ça, dans le fond, je l'ai mentionné, c'est la partie de la stratégie d'assurance vie pour payer l'impôt, mais aussi créer du CDC avec l'assurance vie. Fait que ça, dans le fond, je l'ai dit tantôt, c'est beau. Fait que oui, on refait une mention là-dessus par rapport à ça. Fait que vraiment comprendre que l'administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Fait qu'on ne peut pas pénaliser l'entreprise pour un versement de CDC. Il faut vraiment que l'entreprise soit en bonne santé financière et qu'il n'y ait pas d'impact sur la pérennité de l'entreprise pour verser un dividende en capital. C'est à retenir, dans le fond. Fait que si la personne peut faire une passe-passe avant de faire faillite, c'est verser de l'argent libre d'impôt, bien, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Là. Puis, bien, recommandation pratique, tenir un registre précis du CDC. Fait que ça, généralement, on recommande que le comptable et un fiscaliste vérifient ensuite les calculs pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Conserver les résolutions, fait que vraiment le livre des minutes, c'est super important d'avoir tous les documents par rapport à ça et s'assurer de limiter le versement à des actionnaires qui sont de Canadiens au niveau de leur résidence fiscale. Des questions pour le CDC? Ben, ça veut dire que dans un Inc., là, dans le fond, l'idéal, c'est quasiment d'avoir une T100 parce que ça va être 100%. La T100, dans le fond, a un PBR quand même. Fait que dans le fond, même si c'est une temporaire 100 ans, elle a un PBR, elle a un CBR, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, on l'appelle temporaire 100 ans, parce qu'il n'y a pas de valeur d'achat, mais tu as quand même, dans le fond, un CBR. OK. Fait que c'est vraiment, c'est un bon essai d'avoir sauvé de l'impôt, mais non, ils ont pensé à tout quand même. Puis même, dans le fond, même tes temporaires, un CBR, tu le vois juste pas, puis il ne change rien dans le calcul. Mais fait que tous les produits permanents, automatiquement, tu vas avoir de l'impôt à payer. Juste même, Marie-Claude, as-tu écouté la formation hier? Tu te rappelles pas, il a donné un exemple, il a dit on peut être deux jumeaux,
puis il y en a un qui est en pleine santé, l'autre ne l'est pas. Celui qui n'est pas en santé, leur valeur n'est pas la même dans le temporaire. Tout ça est calculable, dans le fond, par un évaluateur. Ça, c'est un exemple que je te donne. Ouais. Ben, Juste pour racheter un contrat, c'est un peu différent. Parce que dans le fond, ton CBR va être le même. Dans le fond, c'est vraiment dans le fond, quand tu rachètes le contrat, il va avoir une valeur différente, effectivement, au niveau Ouais, actuariel. c'est vrai. Mais tu comprends l'exemple que tu veux dire, mais ça reste qu'au niveau fiscal, ton temporaire, peu importe que ce soit qui la personne, ça va être 0. Ton permanent, il va avoir de l'impôt à payer. On ne s'en sort pas. Troisième volet, on parle des formes juridiques d'entreprise au Québec. C'est quoi les formes juridiques? C'est comment tu peux te partir en affaires? C'est quoi les structures qui existent dans le fond corporatif? Fait que c'est pas compliqué de comprendre les différentes formes, les différentes implications, les différents avantages, inconvénients des formes juridiques ou légales pour exercer, dans le fond, une entreprise. Qu'est-ce qui va dicter, dans le fond, nos choix? Ça va être la responsabilité personnelle ou illimitée, la fiscalité, bien sûr, ça va jouer en compte là-dedans, les obligations administratives et légales, le mode de financement, comment je peux lever du capital, comment je peux me financer, puis l'importance d'avoir une entreprise qui peut poursuivre après le décès ou au départ des actionnaires. Fait que dans le fond, c'est des choses qu'on peut venir évaluer pour choisir quelle forme juridique on va utiliser. Il y a 5 formes juridiques disponibles dans le Code civil du Québec. La première, c'est l'entreprise individuelle. La deuxième, la société de personnes, qui se subdivise généralement en 2 catégories. On a la société en nom collectif, SENC, et la société en commandite, qui est la SEC. Société par action, la fameuse compagnie, les coopératives et l'organisme à but non lucratif. La première, dans le fond, c'est l'entreprise individuelle. Elle, c'est vraiment simple. C'est exemple, un travailleur autonome comme vous, qui n'est pas encore rendu à un point de s'incorporer, pourrait dire, ben, là, je ne sais pas si IA le permet, par contre, là, ça, je ne veux pas m'avancer là, mais mettons, on va dire une personne de construction. Ça va être plus simple, là, pas de faire de faux espoirs. Johnny Bravo, une compagnie de construction, il est tanné, dans le fond, de devoir dire au monde, hey, moi, c'est Johnny Bravo. Il veut avoir les constructions pif-paf, mettons. Fait que là, ce qu'il va faire, il va aller enregistrer une entreprise individuelle au registre d'entreprise qui va s'appeler les constructions pif-paf. Fait que dans le fond, en ayant son nom, il peut exercer sous un autre nom que le sien. Et ça fait en sorte, dans le fond, qu'il peut lettrer son camion, whatever. Fait qu'il n'est pas tenu d'exercer sous son nom. Par contre, on va voir les avantages de ça, dans le fond, mais pourquoi on choisirait ça? C'est que c'est une création qui est rapide et simple. Il n'y a pas de formalité complexe, je n'ai pas à faire d'état financier. Il faut juste que je m'enregistre, dans le fond, au registraire des entreprises du Québec. Puis c'est réglé, dans le fond, je paye mon 60 je pense, ou 70, je ne sais pas c'est rendu combien avec l'inflation, là, mais ça coûte vraiment pas cher. Ce qu'il faut comprendre toutefois, c'est que l'entrepreneur a une responsabilité qui est personnelle illimitée. Donc, c'est juste l'extension de ma personne. Je suis encore, dans le fond, personnellement responsable de si je commets une faute, je me fais poursuivre, je perce le terrain, je ne suis pas une ligne de gaz, ça fait sauter la maison. En mon nom personnel, dans le fond, je suis responsable de tout. Je n'ai pas de distinction entre mon patrimoine et celui de mon entreprise. C'est vraiment, dans le fond, l'extension de ma personne. Ce qui fait en sorte qu'au niveau des revenus personnels, bien, les profits moins les dépenses sont inclus dans le revenu de la personne. Fait que si la personne, dans le fond, fait 200 000 de chiffre d'affaires, 100 000 de dépenses, puis il reste 100 000, elle est imposée sur 100 000. Fait que dans le fond, c'est vraiment un travailleur autonome, mais qui exerce sous un autre nom que le sien, tout simplement. Fait que avantage, dans le fond, de mettre l'entreprise individuelle en place, c'est que c'est la facilité. Fait que c'est vraiment simple. Il n'y a vraiment aucune obligation quasiment légale. C'est à des coûts administratifs qui sont très, très faibles. Tu gardes le contrôle de l'entreprise, dans le fond, c'est encore la personne qui prend les décisions. Puis tu as une gestion souple parce que tu as peu de formalités. Autre que payer ton enregistrement de ton nom, ça demeure comme un travailleur autonome, c'est le même principe, là. Les inconvénients, par contre, ben, c'est la responsabilité qui est illimitée, ce qui fait en sorte que tu es tenu personnellement responsable des dettes de l'entreprise, de tous les manquements ou toutes les fautes. Fait que si jamais tu te fais poursuivre, c'est dans tes poches qu'ils vont piger. Fait que ta maison, ton condo, ton chalet sont admissibles, dans le fond, pour tes créanciers à aller les chercher. Pour lever des fonds, c'est sûr que tu as moins de crédibilité pour un. Tu n'auras pas d'investisseurs qui vont venir investir dans ton entreprise, même auprès d'une banque, comme tu empruntes en ton nom personnel, mais il faut que ton ratio personnel soit bon. Fait que si dans le fond, tu as, peu importe, un mauvais code de crédit, tu as ci, tu as ça, bien, lever de l'argent va être plus difficile. Et le risque, le patrimoine personnel, dans le fond, en cas de faillite, bien, on peut saisir tes biens personnels. Fait que c'est sûr que c'est moins intéressant. La société de personnes, on la voit de moins en moins. Là, en fait, j'explique ce qu'à l'époque, les comptables, les notaires, les avocats n'avaient pas le droit de s'incorporer. Fait qu'ils avaient trouvé une autre façon de se mettre ensemble pour faire une entreprise qui s'appelait la société de personnes. En gros, c'est plusieurs individus qui se mettent collectivement ensemble pour, on va dire, gérer une entreprise. Ce qui était par contre vraiment, on va dire, problématique, c'est qu'au niveau de la responsabilité, elle était illimitée.
Fait qu'on va dire que tu étais responsable non seulement de toi, mais aussi de tous tes partenaires avec qui tu étais. Fait qu'on appelle ça la responsabilité solidaire. Fait que chaque associé est responsable de la totalité des dettes de l'entreprise, même s'il y a une dette qui n'est pas directement liée à lui. Fait que là, c'était vraiment un gros gamble. Mettons, on se partait tout le monde ensemble en affaires, les 5, là, on se met tous dans un gros pool, on met de l'argent. S'il y en a un qui fait faillite, on est pogné dans le fond à rembourser pour lui. Fait que c'était vraiment dans le fond de s'assurer d'être avec les bonnes personnes quand on mettait ça en place. Et les profits, dans le fond, sont partagés selon l'accord entre les associés. Fait que si, mettons, on va dire, j'avais 20 l'autre avait 50 l'autre avait 20 l'autre 10 bien, on répartit les profits en fonction de ça. Ça nécessite, dans le fond, une immatriculation au REC quand même, dans le fond aussi. Fait qu'il fallait s'enregistrer et tout. Mais on pouvait exercer en un nom collectif. Fait que, mettons, souvent, c'était les avocats Régent, Chabot et Beaumont, mettons. Les comptables. Fait que c'est vraiment le principe d'exercer une profession sous un nom collectif. Oui. Dans un cas de SNC, justement, est-ce qu'il y a un type de convention d'actionnaire qui est faite? C'était pas le même principe, dans le fond, c'était une convention d'associés qu'ils appellent. Fait que dans le fond, tu n'as pas d'actionnaire. Fait que oui, tu peux faire un document, effectivement. Tu sais, ils voulaient se protéger. Puis là, je sais, je ne l'aborderai pas dans le fond, mais il me semble, après ça, il avait permis de faire une société en nom collectif à responsabilité limitée. Mais bref, ça arrivait un peu plus tard, puis je ne l'aborderai pas. Mais oui, ce que les gens voulaient venir faire, c'est venir se baquer justement de hey, écoute, tu fais une faute, tu commets une faute, on peut te poursuivre, dans le fond, tu fais ci. Fait qu'ils voulaient s'assurer que le plus possible, les gens n'aient pas à subir le fardeau ou une décision financière d'un autre associé là, dans la SNC. La société en commandite, dans le fond, elle est, on va dire, encore présente. On la voit beaucoup dans les projets à risque. Un fameux, dans le fond, exemple, ce serait le C-Series avec Bombardier, ceux qui se rappellent. Ce qu'il avait fait comme structure, dans le fond, c'est que Bombardier était le commandité. Fait que c'est la personne, dans le fond, qui a une responsabilité illimitée puis la gestion active du projet. Fait que Bombardier avait une responsabilité illimitée dans le projet, puis devait gérer le projet. Puis le commanditaire, en fond, c'est le gouvernement. Eux, leur seule responsabilité, ça se limite à l'investissement qu'ils ont mis, puis il n'y a pas de gestion active. Fait que dans le fond, c'est vraiment un investisseur passif comme commanditaire. Tu mets de l'argent, puis tu retires un bénéfice, puis le commanditaire, en fond, lui, s'occupe de gérer le projet, puis il est au bas, dans le fond, que si ça se passe mal, il se fait poursuivre, dans le fond, il est responsable. On le voit aussi beaucoup pour toutes les structures d'actions accréditées. Fait que je ne sais pas ceux qui connaissent un peu le produit, là, mais les actions, par exemple, de compagnies de mines qu'on va acheter, dans le fond, pour des principes fiscaux ou des dons, souvent, c'est par structure de société en commandite qui vont bâtir la structure. Fait que le commandité va être la mine, puis le commanditaire va être la personne qui achète l'action de la mine pour financer le projet. Là. Fait que c'est le genre de structure qu'on peut voir. Mais sinon, autre que ça, c'est peu répandu. Là. Fait en gros, ça veut dire que le commanditaire ne possède pas d'action puisqu'il n'y a pas d'action dans l'entreprise, c'est ça, je comprends? En ce moment, il n'y a pas de notion d'action. On est associé dans le commandite. C'est ça, fait c'est vraiment il investit. Oui, dans le fond, tu investis en associé en commandite, puis ton seul risque, c'est de perdre tout l'argent que tu as investi. Ce qui veut dire, admettons que je tombe sur un groupe immobilier qui, eux, possèdent beaucoup de bâtiments, il faut de la gestion, il faut le développement et tout ça, puis toi, tu veux investir dans ce groupe-là sans être responsable, un genre d'investisseur silencieux. Est-ce qu'un investisseur silencieux est la même chose qu'une société en commandite? C'est un peu différent dans le fond, parce que, tu sais, généralement, ça, si tu parles d'investisseurs silencieux puis sont incorporés, là, tu tombes dans la société par action. Dans le fond, tu sais, j'avoue, oui. C'est vrai. La SEC, c'est vraiment plus un projet X. Fait vraiment, tu cibles un projet. Fait un parc immobilier, c'est trop gros. Mais donc, tu pourrais dire, par contre, on va acheter une résidence de personnes âgées, dans le fond, qui est super à risque parce que, je sais pas, moi, il y a plein de cas de colis ou whatever, on va se faire poursuivre. Tu pourrais créer une société en commandite juste pour ce projet-là, puis dire, on s'essaye, tu comprends? Admettons que j'étais multimillionnaire, puis j'avais le goût d'investir dans plusieurs projets comme ça, un peu partout, pour faire fructifier une affaire, pas juste à la bourse, pas juste dans l'immobilier. Je pourrais faire plusieurs sociétés en commandite en mon nom pour investir dans plusieurs projets. Je pourrais, mais il y a exemple des fonds privés qui vont s'occuper de ça aussi. Fait que, je te dirais, on le voit vraiment beaucoup dans tout le secteur minier. Ou comme l'exemple que tu as donné tantôt. Exact, dans le fond, comme le C-Series, mais ce n'est pas une structure qui est nécessairement recommandée parce que ça reste pas complexe de gestion, mais à mettre en place, ça nécessite beaucoup de coûts. Fait que souvent, ça va être plus, tu vas acheter juste des parts d'une fiducie immobilière, mettons, à place. Ça va être beaucoup moins de gestion. Là. Fait avantage et inconvénient de la SNC et la SEC, dans le fond, au niveau avantage, c'est que tu as moins de responsabilités ou administrativement de charges. Tu n'as pas de livre des minutes, dans le fond, c'est plus du gré à gré, honnêtement. Tu peux la discuter un peu plus comme tu veux. Pour la facilité de la création aussi, fait que même principe, tu n'as pas d'état financier, c'est plus souple de ce côté-là. Puis les revenus, dans le fond, c'est comme un stream direct. Fait que dans le fond, si comme partner, j'ai 40 l'autre a 20, l'autre a 30, mais on peut juste, dans le fond, ajouter le profit sur ton déclaration de revenus. C'est comme un peu l'entreprise individuelle, mais version collective. Fait que tous les revenus sont distribués, tu n'as pas de façon de différer l'impôt.
Au niveau des inconvénients, en fait, la responsabilité personnelle et solidaire dans la SENC, fait que, le reste que tout le monde est ensemble, qui est au bad pour les autres, c'est pas un avantage. Il y a moins de protection entre les conflits entre associés. Fait que dans le fond, il faut faire un contrat un peu comme convention entre actionnaires, mais il n'y a pas, contrairement, exemple, aux compagnies de loi qui est déjà faite, dans le fond, que la LCSA ou dans le fond, la loi sur les compagnies québécoises, même principe. Tu as des lois qui sont déjà bâties pour protéger ce qui n'existe pas de ce côté-ci. Puis, mais pour les banques, même principe, ou investisseurs étrangers, c'est moins alléchant comme structure d'investir ou de prêter de l'argent. Fait que la fameuse compagnie société par action, c'est elle qui est la plus répandue. Puis la raison est simple, on va le voir un peu plus loin. C'est vraiment au niveau des avantages de la responsabilité qu'on appelle limitée. Mais en gros, c'est quoi une compagnie? C'est un patrimoine distinct. Fait qu'on vient créer une entité juridique qui a sa propre personnalité qu'on appelle. Fait en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme on crée un humain, mais qui n'est pas un humain, là, qui est vraiment légalement une entité, une coquille, qui a son propre patrimoine, elle peut se faire poursuivre, elle peut poursuivre, elle peut contracter. Fait qu'on crée vraiment une entité juridique qui est équivalente à un humain, si on veut. Fait que les principales caractéristiques de cette société-là en tant que telle, c'est la responsabilité qui est limitée par rapport aux actionnaires à leur apport financier. Fait que si je mets 1 million en entreprise, je me fais poursuivre pour 2 millions, j'ai 1 million, en moins d'avoir commis une fraude ou peu importe, qu'on lève le voile corporatif qu'on appelle ou que j'ai volontairement commis quelque chose d'illégal, je suis limité à mon capital investi. Fait qu'au moins, mon patrimoine ne peut pas être touché. Oui, Zach? J'ai entendu, par exemple, que souvent, dans un cas d'une compagnie même incorporée, tu dois te porter, dans le fond, tu dois signer si la compagnie va chercher un prêt ou peu importe. Fait que tu restes avec une responsabilité là, indirecte, mettons. C'est un excellent point. Effectivement, une entreprise qui démarre, malheureusement, les banques maintenant ne veulent prendre aucun risque, fait qu'ils vont demander un cautionnement personnel. Fait que si tu sais que ce cautionnement-là, là, tu deviens autant responsable au niveau personnel qu'entreprise. Donc, je te dis, c'est sûr que plus tu avances, dans le fond, en carrière ou que la banque, dans le fond, ta entreprise est profitable, moins ça va arriver. Mais si tu te lances en affaires au début, les banques ne veulent plus prendre aucun risque. Il n'y en a aucune qui va dire à la compagnie de construction qui démarre, on ne veut pas de cautionnement. Ils vont vouloir un cautionnement parce qu'ils ne veulent pas que tu fasses juste, tu prends un Trigone qui faisait un projet, un Inc par projet, puis OP, ça virait mal, mettait la clé dans la porte. Bien, il n'y a personne, dans le fond, aucune banque qui va vouloir financer ça. Là. Fait qu'ils veulent avoir des garanties. C'est le temps que la compagnie bâtisse sa propre cote de crédit, finalement. Bien, son propre dossier, effectivement. À un certain point, ton banquier va te connaître puis il va voir que dans le fond, l'entreprise roule. Ça fait, je sais pas, tu as fait 5, 6, 7 ans que tu as des chiffres qui ont de l'allure. Bien là, souvent, ils vont accepter, dans le fond, ou qui ont une garantie haute. On va dire que tu as une bâtisse qui est finie de payer, mais ils vont la prendre là, leur garantie. Là. C'est juste ça. Fait qu'ils veulent s'assurer que si ça vire mal, ils ont accès à de l'argent rapidement. Là. Fait que oui, au début, c'est un bon point. Même si tu t'incorpores, les chances sont que la banque va dire écoute, mon pit, tu vas devoir signer un papier comme quoi ta maison est au bat aussi. Là. On ne prendra pas ce risque-là, nous autres. Là. Parfait. Fait que c'est ce que j'ai tantôt, la personnalité juridique qui est propre à l'entreprise. Fait que l'entreprise peut être poursuivie, posséder des biens, conclure des contrats en son propre nom. Fait qu'elle a vraiment un droit comme un humain dans le code civil. Au niveau du financement, beaucoup plus de possibilités. Dans le fond, entreprises vont pouvoir financer des plus gros montants. Les banques vont pouvoir financer des plus gros montants. Tu peux lever du capital par action. Fait que dans le fond, on va dire, parfait, l'entreprise est rendue à vos 50 millions. Je veux attirer des gens. Je vends des parts. Dans le fond, j'émets des nouvelles actions de l'entreprise pour aller chercher du capital additionnel. Fait que tu as plus de latitude au niveau du financement. Et ce qui est vraiment un point majeur, qui est une des seules en fait qui fait ça, c'est que l'entreprise peut survivre même après le décès d'un actionnaire. Vous comprenez, là, je pense que ça va pas très bien, là, mais Hudson Bay, dans le fond, va sûrement faire faillite, là, mais c'est la plus vieille compagnie du Canada qui avait presque 400 ans, dans le fond, d'historique, si je ne me trompe pas. On peut voir que l'entreprise peut perdurer de génération en génération sans problème. C'est une des seules structures corporatives qui permet de faire ça. Fait que le fonctionnement d'une compagnie par action, c'est pas compliqué. Ça fonctionne par constitution, par statut constitutif, par dépôt, dans le fond, aux recherches d'entreprise. Fait qu'on va venir créer, dans le fond, avec un avocat ou un notaire, un comptable, un certificat de constitution qui va dire, en date du 8 mai 2025, Marc-Claude et moi, on émet 100 actions de catégorie A pour mettre en place l'entreprise. Et ensuite, dans le fond, il faut élire un conseil d'administration qui va gérer l'entreprise. Souvent, les petites entreprises, ça va être des actionnaires. Là, on le voit, on va sur le règle, dans le fond, puis tu regardes actionnaire numéro 1, ça va être l'administrateur aussi généralement. Mais les plus grosses entreprises qui ont 400, 500 employés, souvent vont venir nommer vraiment un CA pour s'occuper de la gestion dans le fond administratif. Puis les actionnaires vont s'occuper plus du day-to-day. Mettons, le CEO va s'occuper des opérations et autres. Fait que c'est une structure dans le fond qui est faite à 2 paliers. Fait que les actionnaires sont là pour avoir les profits ou les redevances. Puis l'administration, dans le fond, c'est le CA qui va gérer tout ça.
obligation au niveau légal, fait que dans le fond, l'entreprise est tenue de tenir une assemblée générale annuelle puis de faire des rédactions de procès-verbaux. Fait que le fameux livre des minutes. Fait que ça, c'est une grosse obligation que souvent plusieurs entrepreneurs vont négliger. Mais c'est juste qu'en cas de vérification, peu importe, c'est une obligation légale, dans le fond. C'est comme la façon de la compagnie de communiquer, si on veut. Fait que ça, il faut tenir un registre de tous ces procès-verbaux-là, puis les assemblées générales et autres. Là. Les avantages, dans le fond, de la société par action, ben, c'est pas compliqué. La rationalité qui est limitée. Fait que c'est vraiment le plus gros point. Si justement, je n'ai pas de cautionnement, ben, il arrive une poursuite ou autre, c'est limité à l'entreprise. Il y a un paquet de structures qui sont mises en place pour justement protéger l'actionnaire. Ne serait-ce que l'immobilier, souvent, ce qu'on va voir, ça va être une coquille qui détient l'immeuble, une coquille qui détient les revenus, puis une coquille qui fait les offres d'achat, par exemple. Comme ça, si ça vire mal, ben, on ferme une des coquilles, puis il n'y a pas d'impact sur les autres. Fait qu'il y a de façon, mettons, même, je reprends Trigone, qui c'était plus intense, c'était un Inc par projet pour justement, s'il se faisait poursuivre, dans le fond, fermer le Inc puis ça mourrait là. Fait que c'est sûr que s'il y a de l'abus de ce côté-là, le tribunal peut venir toujours outrepasser le voile corporatif qu'on appelle, mais règle générale, si c'est fait de façon normale, sans abus, la personne qui vous poursuit va être tenue de vous poursuivre pour le maximum de ce qui est dans la coquille, dans le fond, dans l'incorporation. Et bien, le fait qu'on peut continuer l'entreprise indéfiniment si l'actionnaire meurt, c'est intéressant aussi, dans le fond, dans le cas qu'on veut passer l'entreprise de génération en génération. Au niveau des inconvénients, c'est que le coût de constitution et d'administration est élevé. Donc, gérer un X, ce n'est pas comme une entreprise individuelle ou un travailleur autonome. Il y a des coûts à chaque état, ne serait-ce que pour le versement du salaire, pour produire les états financiers, pour tenir le livre des minutes, pour faire les payes. Fait que, bref, tout ça amène des coûts administratifs. Fait que, dans le fond, si on s'incorpore et on fait 30 000 de revenus, ça ne va pas nécessairement la peine. Il faut faire vraiment des revenus assez intéressants pour s'incorporer ou être dans un domaine qui est vraiment à risque, qu'on veut éviter une poursuite. Au niveau des formalités légales, dans le fond, toute la tenue de registre, assemblée, rapport, ça demande du temps aussi d'énergie. Puis, bien, au niveau de la flexibilité, il y a un petit peu moins de flexibilité, puis que la gestion doit passer par un conseil d'administration. Fait que l'aspect de tout ce qui est administratif est plus lourd, dans le fond, que d'autres types de sociétés qu'on a vu tantôt. La coopérative, maintenant, on le voit de moins en moins. Le fameux dernier coop que l'on peut passer, c'est Desjardins, qui n'est plus une coop de nos jours. Ils ont vraiment changé, mais il y a encore comme le modèle coopératif, si on veut, mais ce n'est plus une coopérative. En gros, le but d'une coop, c'est plus d'assurer un entraide, si on veut. Je vais donner, en fond, l'exemple ensuite. C'est ce qu'on voit souvent, c'est les coops agricoles. Mettons, on va dire, on est 10 agriculteurs, on se met ensemble, puis on se dit, parfait, on se crée une coop, puis on se fait une réserve de blé. Parce que si, mettons, on dit, on a une mauvaise récolte, puis on veut, dans le fond, tout le monde puisse avoir quand même du blé de spare, fait qu'on va contribuer, mettons, moi, j'ai, je sais pas moi, 10% de la coop, tu as 20%, on va mettre, en fonction de notre production, 5, 10, 15, 20% de notre blé de côté pour, advenant qu'il y a une mauvaise saison, bien, que tout le monde peut se piger en réserve, puis vendre du blé, pas manquer d'argent. Fait que l'objectif principal, c'est répondre à des besoins des membres plutôt que générer un profit. Fait que vraiment, une coop, le but, c'est pas de faire un profit, c'est plus de répondre à un besoin puis s'entraider. Ce qui rend particulier d'une coop, c'est contrairement à une société par action ou une société en nom collectif, c'est qu'un membre égale un vote, peu importe la taille de l'investissement. Fait que si moi, je suis le plus gros agriculteur de la coop puis j'ai mis la moitié de la réserve de blé, puis mes autres, dans le fond, associés ont mis ensemble 50%, ils ont quand même le même pouvoir. C'est vraiment une démocratie. Un membre égale un vote. Fait que ça reste que c'est un avantage, mais un inconvénient aussi qu'on va voir un petit peu plus loin. Puis, l'autre principe, c'est qu'on est limité à ce qu'on a mis dans la coop. Fait que si, dans le fond, j'ai mis la moitié du blé, on se fait poursuivre parce que X raison, je suis tenu, dans le fond, seulement à ma moitié du blé. Je n'ai pas d'autre chose qui peut être pris dans mes avoirs personnels. Fait que l'avantage, mode de gestion démocratique, fait que si vraiment on veut que notre voix soit entendue, dans le fond, dans la coop, ben, j'ai un membre, un vote. La rémunération des membres sous forme de dividendes basés sur les services, c'est un peu la fameuse ristourne de Desjardins. Fait qu'en gros, on peut venir dire, plus tu sers de la coop, ben, plus dans le fond, tu retires un montant aussi. Fait que plus tu mets l'argent dans la coop, plus on t'en redonne. Fait que c'est le principe de la ristourne de Desjardins. Plus tu as de produits avec eux, plus tu as un gros montant, plus tu en donnes. Ils ont gardé cette logique-là de coop, si on veut. Puis c'est plus une structure qui est idéale pour une entreprise qui est communautaire ou sociale, comme je disais. Fait que sinon, une entreprise qui veut faire de l'argent, une coop, c'est pas nécessairement la bonne structure corporative. Les inconvénients, mais le fait que ce soit un membre, un vote. Si on est 1000 membres dans le coop, ben, il faut recueillir les 1000 votes qu'il faut faire comptabiliser. Fait que ça reste un processus décisionnel qui est plus long, plus lourd administrativement. Puis ben, pour avoir un investisseur externe, c'est assez difficile parce que qui veut faire un investissement dans une coop si ce n'est pas profitable? Le but vraiment, c'est plus d'assurer une mission sociale ou de voir un problème et de le pallier ensemble, la coop.
Et finalement, le dernier, dans le fond, l'organisme à but non lucratif, l'OBNL. Fait qu'en gros, le BNL, c'est quoi? C'est de générer ben, pas un profit. Dans le fond, le but vraiment, il n'y a aucun profit, c'est juste de redonner, d'avoir un objectif social, éducatif, communautaire. En gros, on crée une forme juridique pour voir une mission sociale, éducative ou communautaire. C'est dans le but de faire du profit. Là. Fait que ce qu'il faut venir faire, c'est que tous les excédents qu'on va faire sont réinvestis dans l'objectif social. Fait qu'on peut soit les réinvestir dans l'OBNL pour les faire fructifier en vue d'un projet futur ou les redonner dans le fond à la cause en question. Fait que la structure de gouvernance, c'est qu'on va avoir un comité, si on veut, qui va s'occuper dans le fond de gérer l'OBNL. Fait qu'un président, peu importe, une directrice. Et le gros avantage de l'OBNL, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les gains. Fait que là, je fais une petite parenthèse. En fond, vous douterez bien que les gens fortunés, ça les attire quand même comme structure. Fait que, mettons, si on prend des fondations comme Saputo ou Jean Coutu ou autres, oui, il y a une mission sociale derrière ça. Dans le fond, c'est sûr qu'ils redonnent de l'argent, mais garde en tête, dans le fond, qu'il y a aussi un aspect fiscal à ça. Ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils se créent des immenses patrimoines qui sont à l'abri de l'impôt pour leur génération future. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont nommer des membres de la famille sur le comité de gouvernance pour s'occuper de la fiducie, puis de temps en temps, ils vont organiser des gros parties, ils vont verser des gros salaires à des membres de leur famille, puis ils vont redistribuer le minimum que la loi exige. Fait qu'en gros, ils se bâtissent des immenses patrimoines à l'abri de l'impôt. Fait que oui, il y a une mission sociale, oui, dans le fond, ils redonnent, mais quand même, il y a beaucoup de compagnies privées, comme je dis Saputo ou Jean Coutu, qui s'en servent aussi à des fins de redistribuer la richesse puis de faire fructifier leur patrimoine à l'abri de l'impôt. Fait que, autant c'est un avantage pour cette autant il y a une partie qu'il y a de l'abus du côté des OBNL. L'autre chose, dans le fond, aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'un OBNL, plus ça devient gros, plus ça coûte cher à gérer. Fait que, on va dire, prenez le cas de l'UNICEF, par exemple, qui à la base est une belle mission. À un certain point, ça devient tellement gros que dans le 1 $ de don qui est fait, il y a peut-être 90 sous qui sert à juste gérer, dans le fond, l'organisme, puis l'autre 10 sous va aller à la cause. C'est un peu malheureux, mais c'est vraiment la structure des OBNL. À un certain point, ça devient trop gros. Fait que souvent, on recommande que si vous voulez encourager, mettons, une cause, des causes plus locales ou plus petites, souvent, leur coût d'exploitation est moins élevé. Fait que sur le 1 $ de don, il y a peut-être la moitié qui va retourner réellement à la cause. Fait que, c'est juste de comprendre la structure de l'OBNL. Sur un point de vue papier, c'est très, très intéressant, mais d'un point de vue pratique, c'est plus complexe, dans le fond, comme structure, puis ça amène des coûts puis des formes juridiques qui vont faire en sorte qu'il va y avoir de l'abus aussi, comme dans toutes les sphères fiscales. Fait qu'au niveau de l'avantage, ben, c'est indéniable. Un des avantages principaux pour le BNL, c'est l'aspect fiscal, pas avoir d'impôts à payer. Accès à des subventions puis du financement public aussi, selon la cause qu'on va utiliser. Puis ben, ça redonne à la communauté, dans le fond, un objectif social derrière ça qui va faire en sorte qu'on va aider une cause ou un événement en soi. Et inconvénient, dans le fond, ben, c'est sûr que ce n'est pas un objectif de faire du profit, qu'on ne peut pas redistribuer les bénéfices. Fait que si j'ai un profit dans l'entreprise ou dans l'OBNL de 5 millions, je ne peux pas le donner en dividende ou le verser. Dans le fond, ce n'est pas l'objectif. Puis, ben, c'est sûr qu'au niveau conformité, c'est le plus exigeant. Un OBNL, dans le fond, on nécessite vraiment des comptes rendus à l'ARC ou à l'autorité fiscale assez élevés parce que justement, on veut éviter l'abus ou les fraudes à travers les OBNL. Des questions? Ça fait le tour de la formation. Non, moi, j'ai une question, mais ce n'est pas en rapport un peu avec ce que tu viens de dire. C'est en rapport. Je me suis toujours demandé si, admettons, je pars une société de gestion, puis je veux mettre de l'immobilier à l'intérieur. Il faut que ça soit moins imposé possible. Il faut que ça soit des revenus qui sont faits activement, right? Fait que si c'est juste l'immobilier passif, ben, je suis imposé à 50% sur ce que je fais. Je me trompe pas? 100%. Si j'ai quelqu'un qui travaille pour moi à l'intérieur, puis que lui, il décide, mettons, lui, il gère les plex, est-ce que ça marche ou non? Non, ça ne marche pas. Dans le fond, le seul temps que tu peux te rendre l'investissement immobilier actif, c'est si tu offres un service qui est autre que juste la location. Mettons, une personne âgée, tu as un service dans le fond de cuisine, dans le fond, comme un peu un hôtel ou peu importe, ça devient du revenu actif. Ou si tu as un immense parc immobilier, si tu engages 5 personnes temps plein et une personne temps partiel, là, tu tombes du revenu actif. Fait que si tu as un immense parc immobilier, que tu as des concierges autres, tu tombes du revenu actif. Mais tant que tu n'es pas rendu là, ça va être du revenu passif. OK. Non, il n'y a pas moyen, dans le fond, de sauver de l'impôt en t'incorporant pour l'immobilier. En moi, comme je te dis, tu as une immense. Il y a des gens qui ont ça, mettons, tu as 10 000 portes. Ça se peut que tu aies 5 employés temps plein qui s'occupent de ton parc plus un temps. En fait, c'est ce que ça prend 5 employés temps plein plus un temps partiel. Fait qu'on dit 6 employés souvent. Fait que si tu as 6 employés qui s'occupent de ton parc immobilier, tu tombes du revenu actif. Là, ça vaut la peine de t'incorporer. OK. Parce que j'ai un client, mettons que lui,
ce qu'il fait, c'est qu'il achète des plex. Il y a une compagnie de construction, il achète des plex, puis il met dans sa gestion. Puis il rentre dans le plex, puis il rénove chacun pour les vendre comme des condos. Ben, lui, ce serait actif son revenu parce que. Mais là, il ne loue pas, dans le fond, par contre, lui. Exact. Là, non seulement ça, mais c'est même pas du. Techniquement, ce serait du gain en capital, mais lui, sa BD, c'est du revenu d'entreprise. Fait que c'est même pas du gain en capital qu'il va faire. Quand tu fais ça, dans le fond, vraiment que ta job, c'est de flipper des maisons de même, ça tombe du revenu actif, fait que c'est imposé, dans le fond, comme un revenu d'entreprise. OK. Une entreprise active, right? Oui, dans le fond, ça reste 100%, c'est comme un revenu de construction. Fait qu'il va être imposé s'il a le droit à la DPE, la DPE, puis s'il n'a pas le droit à la DPE, il va avoir le taux de 21 ou 26 selon son chiffre d'affaires. OK. C'est bon, ça répond à ma question. Génial. D'autres questions? Non, merci, LB. Ça fait plaisir. Une fois de plus, c'était super. Ouais. Content que vous ayez aimé ça. Ouais, c'était vraiment génial. Merci. Parfait, à bientôt. Bye bye. Salut. Bye.